Exactions policières, exécutions sommaires et bien d'autres crimes de sang. Voilà dans quelle ambiance d'enfer vivent désormais les Congolais. La police, l'armée, la gendarmerie se sont substitués en des bandes armées criminelles qui distribuent gratuitement la mort. Vous avez compris que désormais, violés, torturés, tués ont été érigés en une arme psychologique pour maintenir la population congolaise dans la terreur, dans la peur, mais surtout pour empêcher toute revendication sociale et empêcher également l'émergence des idées d'une insurrection. On rappelle, le 30 septembre dernier, le monde entier apprenait avec stupéfaction la mort de mademoiselle Merveille Bazondila qui avait été battue par la gendarmerie d'un caïd. Et ce qui est surprenant, c'est que dans le rapport d'expertise de l'examen extérieur du corps de la DQJUS, finalement, la gendarmerie a été acquittée. Elle n'est pas responsable puisque ce rapport parle d'une mort de suite d'une crise d'épilepsie. Bonjour. Justice. Oui, bonjour. Une citoyenne interpellée, embarquée par une patrouille de gendarmerie, molestée et renvoyée chez elle dans un taxi, d'ailleurs réquisitionné par ses geôliers, et trouve la mort le lendemain très tôt le matin. À quoi cela vous fait penser? Un crime, un accident ou simplement une coïncidence malheureuse puisqu'on parle d'une mort de suite d'une crise d'épilepsie? En tout cas, loin s'en faut, cela ne peut pas être une coïncidence malheureuse. C'est bien une succession de faits à incriminer, à mettre sur le compte notamment des forces de l'ordre qui ont entraîné la mort de cette jeune dame. Justice, je vais t'inviter donc à suivre cet élément vidéo de reportage pour remettre nos téléspectateurs dans le contexte et je reviens vers toi. Je vous en prie. Bazondila Merveille, une jeune demoiselle résidant au quartier Mononto dans le premier arrondissement d'Nkayi, a été trouvée morte dans sa chambre au matin de ce mardi 29 septembre. En effet, arrêtée pour n'avoir pas porté sa bavette de protection contre la Covid-19 sur l'avenue de la Révolution le lundi 28 septembre, autour de 16h, mademoiselle Merveille Bazondila est placée dans la BJ de la gendarmerie et aurait même subi de ce fait des agressions physiques et même menottée. Une fois dans les locaux de la gendarmerie, elle aurait reçu des coups. Libérée autour de 21h, lorsqu'elle rentre, elle raconte son supplice à sa maman avant d'aller se coucher. Au matin de ce mardi, voulant s'enquérir de l'état de santé de sa fille, sa maman la trouve inerte dans son lit. Voilà, je cite. Les témoignages font état d'une violence extrême qu'aurait subie la victime, bien entendu. Alors que le rapport, lui, fait état, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, d'une mort de suite d'une crise d'épilepsie. Tout cela laisse penser que nous avons un pays qui ne s'occupe pas de la sécurité des citoyens de ce pays. Cette jeune dame pouvait-elle être une personne qui est capable de déranger l'ordre public? Non. Vous voyez dans quelles conditions une telle jeune dame peut trouver la mort. La mort est inoculée et banalisée dans ce pays. Cette jeune dame, tout le monde a été poussé vers la mort. Les violences, on a ici tout un ensemble d'éléments qui sont mis en avant. Les forces de l'ordre empêchées par la manière de faire. On n'emmène pas une jeune fille comme ça, quelque part. On le garde pendant un long moment et on la ramène comme une bête de somme à domicile. On se souviendra en 2015 de la mort d'un jeune qui a été pris bastonné à l'intérieur d'un commissariat central et qui va en sortir, comme on le dit, les pieds devant, la tête derrière. Vous vous souviendrez de ce qui s'est passé à Chakona. Et tout ça démontre bien que nous avons des forces de l'ordre qui aujourd'hui sont certainement mis sous pression pour martyriser des jeunes. Et c'est la jeunesse qui est attaquée. On note une précipitation des pouvoirs publics à procéder à un examen extérieur du corps. Et comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, il avait bien fallu faire une autopsie. Oui. Alors, ce qu'il faut, c'est que dans le pareil cas, lorsque une mort fait suite
à des éléments de ce genre, le procureur de la République doit pouvoir se saisir de la question et ordonner le médecin légiste à pratiquer une autopsie. Parce qu'il y a un malaise. Les populations se sentent élevées et l'on voit que la société est en ébullition. On ne peut pas laisser des gens sans réponse. Et que la police, sinon la gendarmerie, est accusée de violence sur une personne, il s'agit de voies de fait. C'est condamné par le code pénal. Et donc, c'est des choses qu'on ne peut pas tolérer. Et donc, lorsque ces choses sont constatées, il faut effectivement une procédure commandée par le procureur qui commande un rapport que fait donc le médecin légiste qui est capable de pratiquer une autopsie. Cette autopsie doit dévoiler des éléments saillants pouvant dire dans quelles conditions cette jeune fille est décédée. Mais dans pareil cas, ce n'est pas un médecin légiste qui a été choisi. C'est un simple médecin, un chef de service, que sais-je, à qui l'on confie de pouvoir faire un rapport. Ce rapport est nul et non avenu. Il ne peut pas porter des faits sur le plan juridique. Une des questions essentielles est celle-ci. Est-ce que le procureur avait les mains libres? Est-ce que le procureur voulait seulement qu'il y ait manifestation de la vérité? Mais il y a quand même un élément qui doit faire penser à quelque chose. Si tant est-il que cette jeune fille est morte seule dans sa maison, sans qu'il y ait des liens avec ce que la gendarmerie a pu faire, d'où vient que l'État se précipite de débloquer quelques sommes d'argent, je veux dire que c'est de l'argent pour corrompre, pour donner aux parents qui en ce moment-là sont très pauvres pour qu'ils enterrent l'enfant. C'est devenu aussi une tradition, remarquez-le. Lorsqu'il y a des forfaits de ce genre, on se précipite d'entourer la famille pour donner de l'argent et même interdire qu'il y ait des veillées. Pour quel intérêt un régime peut-il se lancer dans une telle aventure, c'est-à-dire faire de sorte que les forces de l'ordre deviennent carrément des bourreaux de la population? Mais parce que le terrorisme d'État est au cœur de ce pouvoir. Nous parlons d'un pouvoir méphitique, d'un pouvoir qui est arrivé dans le sang et un pouvoir qui se maintient dans le sang et les larmes des Congolais. Parce que ce qui caractérise vraiment ce régime, c'est à la fois des crimes de sang et des crimes économiques. Tout est criminel dans ce régime. Crime de sang, crime économique. Donc, crime de droits humains et crime économique. Et nous avons là les deux éléments, à la fois pour détruire une société, tuer des hommes, car en terrorisant les populations, ce pouvoir se maintient et crée les conditions de sa duration. Qu'est-ce que vous conseillez à la famille Bazonzela, par exemple, pour faire triompher la justice? Parce que là, on a l'impression que tout a été étouffé. Et dans ce cas, se trouvent aussi d'autres Congolais qui ont vécu ce martyre. Je pense au jeune Darian Tambika qui avait été torturé et abattu froidement par un colonel de police, que je citerai d'ailleurs le nom, Léonard Ngatse. Tout à fait. Et après, on demande à la famille de ne pas organiser un deuil. Comment faire triompher la justice? Quand je vois ce qui est arrivé à ce jeune, voilà, quand je le dis que c'est la vie des jeunes qu'on est en train de déployer dans ce pays. Et ce jeune avait des enfants. Que deviennent ces enfants? Et donc, si les citoyens congolais, notamment les parents, et j'interpelle ici les parents, ont droit, il y a ce qu'on appelle l'intérêt pour agir. Eh bien sûr que l'OCDH est intervenu dans ce cas, heureusement, bien heureusement, que l'OCDH a pris le temps d'enquêter et de mettre à nu le forfait commis par ce commissaire Gatse. C'est un monstre qu'il faut vraiment condamner. Je comprends que de temps en temps, on leur donne un peu d'argent à ses parents, pauvres. Et une fois qu'on leur a donné un peu d'argent, ils oublient qu'ils ont le droit de poursuivre. Alors, on les terrorise. Et ça, je peux le comprendre. Mais il faut poursuivre. Parce que s'ils ne poursuivent pas, on veut qu'une plainte soit déposée pour l'histoire. Parce que, pour l'histoire, lorsque le régime change, et nous espérons voir ce régime changer dans ce pays, pour que la justice revienne au cœur de la vie de la cité, au cœur du politique. Parce que sans la justice, il n'y a pas de paix. Il n'y a de paix que lorsque la justice règne dans un pays. Et si nous nous sommes engagés aujourd'hui à faire en sorte que
cette société-là change, c'est pour qu'il y ait une justice et que cette justice puisse reprendre des dossiers de ce genre et pour que plus jamais cela ne se répète dans l'histoire de notre pays. Il y a trop de familles endeuillées, on ne peut pas tolérer. Je vais donc t'inviter à suivre un autre élément. Tout à l'heure, je parlais du commandant Léonard Ngati qui a battu froidement le jeune Darian Tandika. On se rend compte que finalement, c'est comme un ordre qui avait été donné à toute la police d'exécuter froidement les jeunes Congolais sans s'inquiéter de quoi que ce soit, parce que à Pointe-Noire, il y a eu un autre cas également, c'est un commissaire central, en la personne d'Itoa Poto, qui a fait exécuter des familles au quartier raffinerie de Pointe-Noire. J'ai entendu les coups de feu. Moi j'ai senti que non, mais ça c'était la police. Si cette police-là peut déformer les faits, c'est des menteurs. Ils ont commencé à tirer, après il y a eu un silence. C'est là où moi j'ai compris que non, mais ça c'est une bavure de la part de la police. De la part de la police, ils ont pris mes frères là pour des braqueurs. En fait, de quoi s'agit-il? C'est un taximan qui rentre à 3h du matin avec un client qui passe dans cette ruelle, constate qu'il y a des gens qui sont armés de machettes. Donc c'est des bébés noirs. Mais moi, à 3h du matin, j'ai un collègue qui m'appelle comme quoi, dans le quartier, il y a des gens qui ont des machettes. Nous avions, dans le cadre de l'opération Araignée 2, des bouchons qui sont placés dans la ville de Pointe-Noire, notamment ici, à la raffinerie, nous avons des bouchons tenus par les éléments de la force publique dans l'opération Araignée 2. Saisis par les faits, les gens arrivent et constatent éventuellement il y a échange. Et effectivement, ceux qui ne portent pas des armes blanches, ils tombent et on les place. Et subitement ce matin, on entend comme quoi que dans ce quartier, on a mis en place des systèmes d'autodéfense. Ça, c'est pas... D'abord, ça nous ne le connaissons pas. Ce qui vient de se passer, ben certes, c'est un incident, c'est malheureux, mais force reste à la loi. C'est la police qui est passée, bon voilà, on n'y peut rien. Voilà, merci. Bien, voilà, justice, tu viens de suivre avec moi ce deuxième élément. Tu comprends que c'est similaire et finalement, la police se met à exécuter froidement les jeunes un peu partout dans le Congo, on le note. Nous sommes devant un État policier et pire, devant une dictature. Et l'on peut même parler d'une tyrannie. Parce que ce n'est pas normal. Les exécutions aussi sommaires, extrajudiciaires, où c'est qu'on le voit? Il faut le vivre au Congo. On ne peut pas tolérer ce genre d'actes. Et on le sait que depuis que ce régime est arrivé, ça fait 23 ans. 23 ans, il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende une affaire de ce genre. La police, son problème, c'est d'appréhender si c'est des malfaiteurs, si c'est des voleurs. Vous les appréhendez, vous les emmenez. Vous les confiez à la justice et à la justice de faire son travail. Et ces exécutions se font devant du monde. Cela montre quoi? Cela montre que on veut terroriser la population. C'est de l'innommable. C'est contre la vie humaine. Or, le propre du politique, c'est de construire et de maintenir la vie, de poursuivre la vie et non pas d'annuler la vie, d'arrêter la vie. Est-ce que ce genre d'actes ont le même caractère que les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles? Ces actes sont constitutifs de crimes contre l'humanité. Il suffit de lire les actes, je veux dire tous les documents internationaux en la matière. Les exécutions sommaires extrajudiciaires sont des actes constitutifs de crimes contre l'humanité. Et donc, nous devons arriver à faire en sorte, et c'est pour cela que je recommande aux familles de porter plainte. Parce que porter plainte laisse une trace. Il y a mémoire de ce qui s'est passé. C'est la vie qui est ôtée. C'est la vie qui est détruite. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'avilir l'être humain, de le réduire à néant par des gens qui savent que leur temps est compté. Leur temps est compté. Et ça, il faut qu'on le dise. Leur temps est compté. Qu'ils regardent leur montre constamment. Leur temps est compté. Cela veut dire que, quel que soit le temps, les auteurs de ces crimes seront poursuivis. Il y a quelqu'un qui disait
Denis Sassou Nguesso n'a pas de respect pour la vie humaine. Qu'est-ce que tu penses de cela? Eh bien, cela le montre très bien, parce que où est-il quand tout ceci se passe? Il est censé être le magistrat, n'est-ce pas? Et il aime bien se targuer de ce titre de magistrat. Je le disais, il est arrivé dans le sang, il se maintient dans le sang des Congolais. Il n'est là que comme vecteur d'insécurité. Les salaires ne sont pas payés, les Congolais souffrent, il y a une grande crise économique dans le pays. Mais qu'est-ce que l'on voit faire ce pays? C'est s'acheter des tonnes d'armes. C'est de gros véhicules militaires que l'on voit défiler et qui arrivent. Mais commandés avec quel argent? Il paraît qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, ce régime n'a pas pour fin le bonheur des Congolais, mais leur asservissement à une minorité qui s'est accaparée les rênes de pouvoir et qui entend se maintenir. Mais je le rappelle, le temps de ce régime est compté. Denis Sassou Nguesso est bel et bien un criminel. C'est un criminel. Il y a tellement de crimes de sang dans ses mains, au point que même le prisonnier, celui qu'il met en prison, il l'assassine. Donc, cela montre très bien qu'il n'a que le sang dans ses mains. La violence à l'égard des populations, cela ne peut perdurer. Audio Jungle.